Qu'est-ce que la stratégie? Alors c'est une question intéressante et je ne vais pas vous répondre puisque j'en sais rien. Honnêtement, moi j'ai écrit beaucoup de livres de stratégie, j'enseigne la stratégie depuis plus de 10 ans. J'ai dirigé la seule école en France qui ne fait que de la formation à la stratégie, qui est l'école de guerre, et je ne sais pas exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce que ouvrez tous les livres de management, vous allez trouver une définition différente. Et donc c'est un objet social ou conceptuel qui est très difficile à aborder. Donc si vous voulez bien, moi je vais vous donner 3 définitions qui abordent, aucune de ces définitions ne solde le problème de la stratégie, mais chacune en définit un peu un angle. La première définition, qui est la définition la plus connue, c'est que la stratégie, c'est faire advenir un futur désiré, et pour cela, construire le chemin qui y mène, et modifier ce chemin constamment en fonction des aléas que l'on va rencontrer en le poursuivant. Futur, chemin, exécution, adaptation. La deuxième définition que je peux donner, c'est que la stratégie, elle est convergence. Elle est convergence toujours vers un futur que l'on recherche. Elle est convergence de 2 choses. Elle est convergence d'action et elle est convergence de volonté. Et là, on voit apparaître la dimension humaine qui est pour moi très importante, parce que pour moi, la stratégie, c'est un problème humain, réglé par des humains, au milieu des humains, pour des humains. Ça n'est pas un problème mécanique, ça n'est pas un problème financier, c'est un problème qui est toujours humain. Au fond, c'est un problème de gestion de volonté. Et la troisième définition que je vous donnerai, qui est un peu issue de la pensée militaire, qui est celle-là, la stratégie, c'est une action collective. Il y a, chaque être est stratégique, on le sait, depuis Crozier. Mais la stratégie est une action collective finalisée en milieu concurrentiel. Et là, on voit apparaître quelque chose qui est important, que Porter avait mis en exergue en son temps, qui est que la stratégie est une compétition par nature. Donc une action finalisée en milieu concurrentiel, sous contrainte de moyens. S'il vous manque un de ces 3 éléments, un futur, un désir d'avenir, si vous n'êtes pas en compétition, ou si tous les moyens sont à votre disposition, alors vous ne faites pas de la stratégie, vous faites de la gestion, vous faites de l'optimisation de ressources, vous faites autre chose. Donc moi, je n'ai pas soldé ici le problème de la stratégie, mais avec ces 3 définitions, je crois qu'on a un certain nombre d'angles qui permettent d'aborder le sujet et de comprendre sa très grande complexité. Peut-être un petit mot justement pour compléter là-dessus. Un des aspects de la stratégie qui est intéressant à regarder, c'est l'étymologie du mot stratégie, qui est en gros, stratos, c'est l'art de la guerre. Et la notion de la guerre, c'est un peu les 3 éléments dont tu parlais tout à l'heure, c'est de dire les moyens, le futur et la compétition. Et que s'il n'y a pas ces 3 éléments-là, en fait, il n'y a pas de guerre. Et donc, cette notion de se dire en fait que à partir du moment où j'ai une carence de ces 3 trucs-là, je me retrouve dans une situation de guerre. Et la guerre, c'est pas forcément être avec des fusils et aller tuer des gens, c'est être dans cette situation, ce contexte-là. Et à partir du moment où on est dans ce contexte-là, il y a la notion de stratégie qui vient se mettre en place. Et donc, et d'où la notion de stratégie dans les entreprises, c'est qu'on vient mettre l'art de la guerre, parce que dans une entreprise, il y a un moment, il y a une carence de ces 3 éléments-là, et que du coup, il faut venir mettre cette notion de stratégie en place, quoi. Donc c'est assez intéressant tout ce que vous partagez au sujet de la stratégie. La question aussi que je me pose, c'est finalement la stratégie en situation de crise, c'est quoi? Parce que vous avez effectivement abordé la notion de compétition. Oui. Donc, et c'est du coup ce qui fait écho à la notion de guerre, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui désirent finalement la même chose. Exactement. On est en compétition. Finalement, les ressources sont limitées. Exactement. C'est une des conditions que vous n'avez pas reprécisé. Oui. Mais si vous avez toutes les ressources, vous ne faites pas de stratégie. Jeff Bezos ne fait pas de stratégie. Il investit. Il ne fait pas de stratégie. Et donc il y a cette notion-là qui est. C'est ça. Non, les 3 notions, c'est moyen, manque futur, de moyens. Voilà, c'est ça. Et moyen, futur et compétition. Exactement. Et on voit que la stratégie naît sur les 2 côtés de la Terre pour ces raisons-là. D'une part en Chine classique, au moment de la période des royaumes combattants, c'est là où naît Sun Tzu, ou écrit Sun Tzu, on ne sait pas s'il écrit, on ne sait pas s'il a vécu, enfin, on sait qu'il a écrit. Et le terme même que vous citiez, la stratégie Stratos Again, ça vient de là, c'est né 5 siècles avant Jésus-Christ, en Grèce classique, au moment de la guerre du Péloponnèse. Et c'est là que naît aussi la fonction même
du stratège. Donc, et on ne va pas rentrer en détail, mais parce qu'à un moment donné, ils ont cette équation à régler entre la faim, le manque de moyens et la compétition. Exactement pour ces trois raisons-là. C'est ça. Et donc, est-ce que finalement, en situation de crise, la stratégie prend une autre forme? Alors, moi je ne sais pas. Moi je pense que la stratégie est toujours indispensable pour un dirigeant. Hein. Et elle est toujours indispensable. Maintenant, en temps de crise, elle est encore plus indispensable. Et ça, il faut le marteler. Parce que dans la crise, les gens pensent d'abord à la survie. Et oui, il faut survivre dans la crise. Mais le rôle du dirigeant, quand il est dans la crise, dès qu'il retrouve un peu d'air au-dessus du tuba, c'est de laisser ses collaborateurs faire la mamaille et lui, de lever la tête et de redonner du sens, donc de revenir en stratégie. Après, il faut définir la notion de crise aussi, parce qu'en fait, la crise, entre guillemets, on est en crise constante, et c'est une notion de spectre, c'est-à-dire se dire à quel niveau la crise est. Et c'est pour ça que la stratégie est toujours importante, parce qu'entre guillemets, il y a toujours une crise à régler. Elle est d'autant plus importante que la crise devient de plus en plus importante. Donc, Et d'ailleurs, je me demande si Guillaume peut-être peut nous donner sa version justement de la crise et du comportement en situation de crise. Ouais, ce qui me frappait en fait dans l'échange qu'il y a eu là maintenant, c'est cette notion de cette notion du rôle du dirigeant en fait. Et la question que j'ai envie de poser en fait plutôt que d'y répondre, c'est à quel point il y a besoin d'avoir une classe dirigeante ou un individu dirigeant pour assembler une stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qui peuvent émerger spontanément chez des citoyens dans des situations de crise? À quel point la stratégie a besoin d'être experte en fait? Pour moi, il y a un truc, c'est une question intéressante qui relève d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dans la stratégie, il y a une notion de commun dénominateur. Et le problème avec l'individu, c'est que entre guillemets, on est tous des stratèges avec une situation qui est en face de nous et on va vouloir jouer notre propre jeu. Et le rôle du dirigeant, alors il se peut qu'il y ait des choses qui émanent d'un groupe qui est là, mais ça n'empêche que cette notion de stratégie est là pour émaner, construire un futur dont on parlait tout à l'heure, un futur commun. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui vont être... il va y avoir des sacrifices, et que sur le court terme, il y a des gens qui vont en pâtir de cette stratégie, mais pour un meilleur futur, pour le commun. La chose la plus évidente, c'est dans la guerre, on envoie des jeunes garçons aller se faire tuer pour aller sauver la génération future, et dans les crises sanitaires qu'on voit là maintenant, il y a aussi des choix qui doivent être faits, et la notion du dirigeant, c'est d'être en capacité de pouvoir prendre suffisamment de hauteur, et de se regarder quel est le futur que j'ai envie de construire, et pas le présent pour lequel j'ai envie de plaire maintenant. Et c'est là où, pour moi, il y a la grosse différence entre un dirigeant et un gérant. C'est que le gérant va gérer au jour le jour pour être avec des matrices existantes et pour continuer à exister aujourd'hui. Le dirigeant, il est prêt à ne plus exister demain pour que le futur soit soit acceptable dans sa vision, on va dire. Alors, Juste une seconde pour rebondir un tout petit peu sur votre affaire. Moi, je crois que une foule n'est jamais stratège. Hein, une foule, elle fuit, elle a peur, elle n'est pas stratège. Et que pour que la stratégie existe, il faut bien à un moment donné qu'il y ait une communauté d'intérêts et quelqu'un qui va amener la convergence de ces volontés. Et on a eu un cas typique en France, qu'hélas on a trop connu, et en Belgique aussi, c'est les Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes qui n'ont jamais été stratèges. La preuve, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de s'exprimer au niveau national. Donc je pense qu'un ensemble d'individus peut être stratège, à condition que l'un d'entre eux sorte et fasse converger les volontés vers un but qui doit être commun, évidemment, pour que ça fonctionne. Le dirigeant doit toujours se dissocier entre lui et sa casquette de dirigeant. Au même titre que toi aujourd'hui, Tefadua, tu es le journaliste qui nous interroge. Dans une heure, on prendra un café, tu auras un autre rôle. Et la notion de dirigeant ne peut pas se dire c'est moi, ma personne qui va diriger. Non, c'est le rôle que la masse a bien voulu lui donner. Okay. Et donc c'est se rendre compte que le rôle qu'il a, c'est déjà une foule stratégique qui a bien voulu lui donner cette responsabilité-là. Et donc il n'est plus foule.
Et donc, Exactement. elle Donc, devient collectif. Elle devient Exactement. collectif, c'est ça qui Tout est à très fait. important. Exactement. Il n'y a pas de foule stratégique, Tout à fait. elle devient stratégique si elle devient un collectif stratégique. Exactement. Et donc le dirigeant est nommé par la foule, Ouais. et qu'en fait elle devient, et donc il ne peut pas penser en tant que personne en disant moi j'ai mon intérêt, donc en fait stratégiquement je vais faire ça, ou sinon ce n'est pas un dirigeant, sinon il fait partie de la foule. Et donc il n'y a pas de stratégie. Il doit comprendre qu'il est vraiment sur un rôle. Et c'est là où la différence entre de nouveau cette notion de dirigeant stratégique. quoi. Alors, effectivement, François, Pour moi, peut-être, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que faut partir là, tu parles du principe que les gens sont indifférenciés. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que précisément les situations de crise par rapport aux situations de paix désignent des personnes différentes. On parlait de foules qui sont allées nulle part, on parlait des gilets jaunes. Bon, il y a une guerre que je trouve très intéressante, c'est la guerre de Vendée, où c'est des masses paysannes qui sont allées chercher leurs chefs, qui étaient tous des chefs naturels, qui ne s'étaient pas mis en avant. Un certain Charette, ils sont allés le chercher sous son lit, pour lui dire « prends la tête ». Et donc là, il y a une sorte de réflexe instinctif d'une foule, d'aller voir plutôt le mec en retrait, qui est en position de discernement, pour pouvoir les conduire pas à pas dans une direction claire. Et la guerre de Vendée a été étonnante en cela, que c'est une population paysanne qui a culbuté les armées de la République pendant un certain temps, avec une intelligence justement de la direction et de la cause qui était très forte. Là où, tu dis, la foule désigne, par temps démocratique, la foule désigne sur des effets de manche, sur des effets de vente, et ce qui fait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de casting politique, parce que si je prends une comparaison avec la jungle, on peut dire qu'aujourd'hui, si la politique est une jungle, on a une alliance improbable de tartarins et de botanistes, de vendeurs de jungle et d'experts hors sol. Parce que profondément, les gens, aujourd'hui, si tu les désignes sur une dimension purement quantitative, le fonctionnement démocratique fait que tu vas plutôt désigner ceux qui se vendent le mieux. Et regarde un peu, typiquement, Oui, le c'est peut-être président... parce que la foule est comme ça, en fait. C'est-à-dire que Non, la foule de paysans, elle a été chercher le mec en dessous de son lit parce que le paysan, par nature, est quelqu'un d'en retrait. Et donc, il va chercher quelqu'un qui lui ressemble. Un Bien Macron ou un Bien Premier ministre belge, c'est une foule qui est sur Instagram, qui vit de communication et qui a besoin de ça. Mais parce qu'elle n'a pas les mêmes besoins. Et après, si tu veux... Là où je dis qu'il faut distinguer aussi, donc ça c'est la première réflexion, pour aller plus loin. Mais historiquement, on constate que dans des temps d'accélération de crise, on ne va pas chercher les mêmes personnes qu'en temps prospère, où on a le temps et on choisit le meilleur vendeur ou le mec qui va rassurer. Voilà. Il y a un vrai sujet de casting politique aujourd'hui, on le voit, comment d'ailleurs il y a un rejet. Il suffit de voir les taux de participation politique pour voir comment il y a un rejet de la classe politique qui est majeur, parce que les gens ne se sentent pas conduits. Il suffit de voir la gestion du Covid depuis un an, les gens ne se sont pas sentis conduits à aucun moment. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une différenciation, c'est-à-dire que précisément, ce qui va faire la distinction d'une personne à l'autre, c'est que pour moi, en gros, pour faire simple, il y a des moteurs innés de personnalité. Pour donner une image biblique simple, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et donc il y a naturellement des gens qui ont cette intelligence de la décision, qui sont des producteurs naturels de décision, là où il y a des gens qui sont plutôt faits pour l'interaction, et des gens qui sont plutôt des experts. Et donc ça va amener, ne serait-ce qu'en conduite stratégique, la notion clé qui pour moi n'a pas encore été évoquée ici, c'est la notion de durée. C'est-à-dire qu'une stratégie, c'est pas juste un truc bien conçu au départ, c'est quelque chose qui ne va pas arrêter de rebondir. Pourquoi quelqu'un comme Fillon s'est fait caraméliser très vite dans les élections, c'est que c'est pas quelqu'un qui est en automotricité pour générer sans cesse de la stratégie. C'est plus, ça rejoindrait plus ce que tu dirais de la partie gestion. Donc c'est quelqu'un qui est plus fait en mode réactionnel pour gérer des choses qu'un auto-émetteur continue de la durée. Il y a bien quelque chose qui est lié intrinsèquement à la personnalité. Mais je pense plutôt que ce serait de donner une perspective un petit peu différente, parce que là, on est ensemble, chacun avec une expertise particulière, et je peux difficilement dire à des gens qui ont été dans des situations de crise extrême, comme des situations de combat, leur expliquer ce qu'est la nature humaine dans ces circonstances-là, en fait. Mais ce que je peux dire, c'est sur cette notion vraiment de foule. Il y a la foule, on a appelé ça en sciences sociales l'éléphant man des sciences sociales. Parce que c'est difforme, c'est pas vraiment ce que c'est, mais c'est à la fois fascinant. Et en fait, quand on regarde le concept de foule, il naît dans un contexte politique particulier, c'est la Commune de Paris. C'est le fait qu'en fait, on voit, comme on dirait, des masses en fait, qui vont devenir influentes. En réponse à ça, on développe le concept de foule. Le concept de foule, c'est censé dire, voilà, il y a ces masses, elles sont irrationnelles, elles sont bêtes et elles sont dangereuses. Et donc, en fait, de là découle cette idée assez récurrente, en fait, que finalement, il ne peut pas y avoir de comportement rationnel de la part d'un groupe d'individus.
Et c'est un peu ce que je vois ici, critique dans cette notion de la foule, en fait. Je crois que la foule peut être... il y a des foules qui sont physiques, au sens où elles ne sont pas structurées psychologiquement, et des foules qui deviennent psychologiques lorsqu'elles ont un objectif commun. Et d'après ce que je comprends, là il y a un des éléments du débat, c'est à quel point c'est possible pour un groupe d'individus d'avoir un objectif en commun. Parce que si je suis exposé à une menace et que je suis avec d'autres individus, je suis là à déployer une stratégie pour ma propre survie. La question c'est à quel moment, et est-ce que c'est pas le cas que assez spontanément l'objectif commun va émerger parce qu'on a tous intérêt à s'en sortir. Et donc c'est un peu les éléments que j'aimerais apporter, mais plutôt un autre éclairage plutôt qu'une confrontation en face à ce qui a été dit là maintenant. Alors moi je trouve ça très intéressant et je voudrais rebondir. D'abord juste sur la commune de Paris, en remarquant qu'elle n'a produit aucun chef à part Louise Michel et que c'est bien pour ça qu'elle a été écrasée. Donc elle n'a pas été capable. Ce que vous dites là, c'est intéressant. On va trouver un objectif commun. François et moi-même ont été longtemps officiers de l'armée de terre. Alors c'est intéressant de voir la différence entre l'armée de terre et la marine. Parce que la crise produit des comportements très différents. Dans la marine, le marin, quand il est dans la crise, comprend extrêmement vite que sa survie est forcément collective. Il ne va pas sauter dans la tempête, il va rester, il va faire en sorte que ça marche. Alors que le réflexe naturel du soldat quand on va monter à l'assaut, c'est de dire « moi je vais rester derrière le caillou ». Et donc c'est intéressant de voir que la crise dans l'armée de terre produit de l'individualisme, d'où les rites, d'où la construction de l'esprit de corps, d'où les rapports extrêmement forts entre les chefs et les collaborateurs. Les traditions très fortes, beaucoup plus fortes que dans aucune autre armée, alors que dans la marine, la crise créant du collectif, on a un mode de commandement qui est beaucoup plus froid, on a des traditions qui sont beaucoup moins importantes. Donc je pense que toutes les crises ne produisent pas du collectif, ça dépend du rapport de la survie à la crise. Voilà mon exemple terre-marine, je trouve est très, très parlant. Il y en a une qui produit du collectif et l'autre qui produit de l'individualisme. Et donc ça va créer des stratèges différents, et donc ça va créer des modes de leadership et de management différents. Mais du coup, en fait, on revient à l'individu, c'est-à-dire que le marin, il a intérêt à penser collectif, ouais, personnellement, et le terrien, il a intérêt à penser à lui-même, personnellement, parce que voilà. Et donc au final, on revient toujours sur la même chose, c'est qu'en fait, en temps de crise, l'individu est individualiste, et que raison pour laquelle, en temps de crise, on a vraiment besoin d'un dirigeant qui prend de la hauteur, qui prend le bien collectif pour amener quelque chose de... Sinon, on va tous se cacher derrière un caillou et qu'on arrive nulle part. Et c'est exactement le rôle du chef militaire. C'est comme la réaction normale du soldat, c'est de ne pas y aller. C'est son rôle de leader et de dire on y va ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, François ? Mais clairement, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je reviens aussi sur cette notion de durée, c'est-à-dire que là, on réagit comme si là, d'un seul coup, il fallait tout gérer. Si on va chercher quelqu'un pour qu'il soit chef, c'est que ça fait des années que par son comportement, il nous a inspirés. Que dans toute une série de situations successives, il a eu une parole rare, il a produit de l'action, il a produit de la victoire, c'est lui qu'on va aller chercher. Et que précisément, celui qui a toujours fait de la vente et qui s'est toujours dédié, on ne va pas aller le chercher. Donc dans les situations compliquées, on se tourne vers les personnes qui sont inspirantes. Oui, alors je crois que dans les situations compliquées, on vient chercher la personne dirigeante à son image. Je crois que de manière générale... c'est plus tribal que l'image. Oui, alors... C'est tribal, oui, donc c'est pas l'image. Oui, mais c'est tribal, c'est-à-dire que c'est tribal par rapport à ses tripes. C'est-à-dire que tu as la conviction que cette personne-là va résoudre ton problème individuel. Donc tu viens rechercher quelqu'un où tu te dis, tu n'es pas en train de nommer quelqu'un où tu te dis, lui, il va sauver le pays. Ça, je crois. Non, tu te dis, lui va sauver mon problème. C'est-à-dire qu'au passage, il y a une vraie redéfinition. Et donc, au final, qu'est-ce que qui est-ce que tu vas chercher ? Tu vas chercher quelqu'un qui est à ton image. Tu vois, et pourquoi est-ce que, par exemple, tu regardes les présidents qui essayent de s'habiller, il y avait tout un article sur Chirac qui s'habille un peu comme un plouc, avec des costards trop grands, etc. Tu essayes, d'une manière ou d'une autre, de ressembler à ton électeur, parce que sans ça, le gouffre n'est pas là. Mais tu dois lui ressembler, et en même temps, refléter quelque chose à quoi il a envie de ressembler. Mais donc, c'est toujours un jeu très individuel dans ce genre de truc. Enfin,
Après, c'est ma vision des choses. Hein, Pour moi, c'est précisément, ça varie en fonction du temps de paix, temps de crise. C'est-à-dire que tant que tu es en temps de paix, c'est un luxe de choisir quelqu'un, et donc dans ce cas-là, tu choisis quelqu'un qui te plaît, et tu t'aimes en l'aimant. Au passage, c'est là que le narcissisme est triomphant, c'est que tu t'aimes en regardant quelqu'un qui s'aime. Je ne donnerai pas de nom à la radio. Voilà. Mais en temps de crise, tu cherches quelqu'un, qui te tire le cul des ronces. C'est-à-dire que tu cherches quelqu'un. Au passage, il y a une vraie redéfinition à faire du leadership. Un leader, c'est pas quelqu'un qui sait juste entraîner du monde. Un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et donc, tu vas aller chercher non pas quelqu'un qui t'embarque, tu vas chercher quelqu'un dont tu sens qu'il a une capacité de lucidité qui te fera sortir d'une situation. Regarde, un mec comme Mandela qui reste des années en prison. Tu crois franchement que les gens se retrouvent dans un mec qui pourrit en prison pendant des années? C'est que la teneur, ou un Gandhi, c'est que la teneur de ce qu'il a incarné dans des moments de crise vient te mobiliser. Oui, et c'est sûrement pas, je ne pense pas que tu te reconnais dans le tolard ou dans Gandhi qui est en mode lévitation dans un coin. C'est vrai que dans le leader, je suis d'accord qu'il y a cette notion que tu donnes, mais il y a un détail quand même qui est de se dire que le leader, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui sait exactement où est-ce qu'il va. C'est quelqu'un qui a une énorme capacité de pouvoir bien s'entourer. Et un leader qui ne sait pas entourer, alors évidemment il y a des exceptions qui en fait sont des gens complètement renfermés sur eux-mêmes et qui au final deviennent des leaders parce qu'il y a une espèce de choix de la foule et il y a les exceptions. Mais de manière générale, un leader c'est quelqu'un qui a une capacité à pouvoir s'entourer convenablement et que du coup, avec toutes ces perspectives, va pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais c'est pas quelqu'un qui se réveille en disant écoutez les mecs, arrêtez tout, c'est bon, j'ai la solution. C'est pas ça ce que je dis. Ce sont des leaders dangereux. Surtout pas ça. Parce qu'ils existent. Hein, De Gaulle nous a rendu quelques services. Oui, mais De Gaulle c'est quand même entouré de manière exceptionnelle. Moi je suis d'accord avec vous, mais dès le départ, De Gaulle était leader, enfin je pense que vous le contrôle, mais il a eu une lumière et les gens ont suivi. De Gaulle qui était un type extrêmement désagréable. Tout à fait. Ce type-là, les types ont dépassé l'inamitié qu'ils avaient pour De Gaulle de dire ce type-là il nous apporte la lumière et on va le suivre parce qu'il apporte la lumière. Mais là où c'est intéressant, et c'est un cas d'école, c'est pour ça que pour moi De Gaulle est un leader mais pas un chef, mais là je suis iconoclaste. Ce qui définit le chef, c'est le discernement. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait, non pas de dire j'ai la solution, mais de l'apporter dans la durée. C'est quoi? C'est par étapes successives, dans un contexte qui n'arrête pas de bouger, d'être capable de saisir le nouveau centre de gravité de l'action pour embarquer les gens. Plutôt que d'incanter un sommet final visible et enthousiasmant, sans donner la vision des cols et des points d'étape. De Gaulle, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été ce phare, mais un phare c'est un peu fixe, il a été ce phare vers lequel on est allé en 40 à juste titre, il a été ce phare des années 60 dans lequel la France avait besoin de se distinguer par rapport aux deux blocs, mais dans les changements brusques de contexte, il n'a pas su produire ce discernement qui a permis une continuité de l'action. 46 dépassé par les communistes, guerre d'Algérie, on ne peut pas dire que c'est la meilleure chose qu'il ait gérée, 68 dépassé, et donc c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que la différence entre De Gaulle et Churchill, même s'ils ont apporté, c'est que De Gaulle, il a des moments d'éclat qui sont éblouissants, mais il a des intermèdes qui sont fragiles. Là où Churchill fait aussi de grosses erreurs, mais c'est un culbuto qui a sans cesse une capacité de repositionnement. Et donc, tu vois, moi je dis qu'il y a trois formes de leader. Il y a le leader centripète, qui emmène tout autour de lui. C'est le modèle de cas d'école, c'est Sarko. C'est-à-dire, tout tourne autour de lui, mais s'il disparaît, il ne reste plus rien. Il suffit de voir les Républicains en France, c'est le trou noir. Il y a le leader centrifuge, c'est celui qui s'occupe de tout le monde. C'est bien de savoir s'entourer, mais si on ne sait pas où on va, ça va nulle part. C'est Louis XVI. Vous voyez? Et puis, un vrai leader, pour moi, il est centriforce. C'est-à-dire qu'il est centrifuge autour de la mission. Son cœur de sujet, c'est d'embarquer les gens. Et c'est sans doute la notion qu'on peut aussi évoquer là. Ce que tu évoques de dépassement collectif permanent, c'est la mission, mais c'est quelque chose d'actualisé. C'est l'intelligence des étapes plus que l'intelligence du sommet, mais c'est une capacité de discerner par étapes et de mettre tout le monde en orbite sur la mission. On peut dire qu'Hollande était centrifuge, pourtant la gauche, il ne reste plus grand-chose. Bah, Hollande, c'est centrifuge. Mais moi, je dis centriforce. Hollande, c'est le centrifuge par excellence, comme Louis XVI. Pas de gros mots ici. Moi, on va pas relire l'histoire, c'est pas un autre sujet. Mais l'histoire, bon, la lecture de l'histoire gaullienne, c'est votre lecture, on peut en avoir d'autres. Quand on regarde Churchill, il est parti après les Dardanelles, il a été viré
après la Deuxième Guerre mondiale, il a 1 an avant De Gaulle, et quand il est revenu aux affaires, il a été mauvais. Donc, moi je pense que les deux ont été des grands stratèges, dans des grands stratèges et des grands leaders dans des moments différents. Après, c'est des lectures historiques, des lectures d'angle. Oui, et c'est des visions de société qui sont différentes. C'est-à-dire qu'à un moment, De Gaulle amenait la société française dans une direction où les Français ne voulaient plus y aller. Et donc on a changé de leader. Et donc c'est bien là où la masse et le peuple votent pour son leader. Et le leader dit moi je veux aller là-bas. Ben en fait non, j'ai changé d'avis, je veux aller là-bas. Ben c'est plus le bon. Donc, Oui, à rentrer dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que la différence pour moi entre un leader et un chef, un leader c'est quelqu'un d'automoteur. C'est quelqu'un qui est capable de s'auto-déclencher, et c'est intéressant en stratégie par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il est capable de donner une direction nouvelle vers laquelle il veut embarquer les gens. Le sujet, c'est qu'on peut avoir une stratégie comme ça, il n'empêche qu'il y a des contraintes qui s'appellent l'espace et le temps. Le bon exemple que j'ai de ça, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un leader, c'est pas un chef, c'est-à-dire qu'il a été cassant. Je pense que ça ne devait pas être le kiff absolu de travailler avec lui. D'où la réponse que j'ai moi systématiquement dans ces sujets-là, c'est la réponse à l'équipe la réponse à la complexité, c'est pas l'homme supersonique, c'est l'équipe complémentaire. Quand on regarde militairement, d'ailleurs, ce qui est intéressant, si on compare à De Gaulle et Napoléon, pourquoi De Gaulle est resté plus un penseur militaire et un grand politique, c'est qu'il a été moins sur la traduction en bataille, là où Napoléon avait toujours, dans l'exécution de ses batailles, un certain Berthier qui traduisait ses intuitions tactiques en possibilités quotidiennes, et qui avait cette remontée de terrain, bottom-up on dirait en bourse, qui en permanence faisait qu'il s'adaptait. Il y a une phrase que j'adore qui dit « on commande à la nature en lui obéissant ». Quand on a décidé la gravité, quand on a décidé de créer l'avion, on n'a pas dit « fuck la gravité ». Icare, il a essayé, ça n'a pas marché. Donc on a intégré la gravité, on écoute ça. Et donc ce que tu dis le peuple veut plus. Non, en fait, ce qui fait que tu embarques un peuple, c'est pas que tu dis « je veux mon truc, je veux mon truc, je veux mon truc ». Le sommet, c'est ça. Et on va aller en azimut brutal au sommet, en mettant au préalable toutes les étapes prédéfinies. Ce qui fait que tu vas embarquer un peuple, c'est que tu vas donner la vision de l'espace-temps, étape après étape. Je finis juste là-dessus. La meilleure image que je puisse donner de ça, c'est celle de la montagne. J'étais dans une compagnie montagne au 2e rêve. C'est dire à quelqu'un le sommet est là, c'est très bien. En bas de la vallée, ce qu'on voit, on ne voit pas le sommet. Ce qu'on voit, c'est le col. L'art d'un chef est de donner le col. C'est-à-dire cette présence temporelle de dire dans l'ici et maintenant, le débouché futur, c'est ça. On va au col. Chaque col est une redéfinition de paysage et on repart sur le col d'après. Oui, après, juste un truc par rapport pour préciser, parce que je ne suis pas en train de dire qu'un chef, c'est celui qui dit allez là, et puis that's it, vous me suivez, ou bien marchez-moi, c'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui a une capacité de pouvoir faire la somme du bien commun. Okay, et qu'il se peut qu'à un certain moment, la somme du bien commun que le chef a, à un moment, va différer de la majorité. C'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est qu'on met quelqu'un au pouvoir, puis à un moment, il y a la somme du bien commun qui change de gravité, qui va ailleurs. Et donc on change de chef. Justement, en entreprise. La somme du bien commun s'appelle l'intérêt général. Alors justement, en entreprise. C'est paradoxal. En entreprise, le principe de démocratie, il n'est pas vraiment présent. En tout cas, c'est pas le même principe, finalement. Donc comment on peut définir le rôle du dirigeant en situation de crise en entreprise? Le rôle du dirigeant, en entreprise, il a la même chose qu'un dirigeant d'un peuple, c'est-à-dire qu'il a des clients différents. C'est-à-dire que le dirigeant d'un peuple, ses clients, c'est le peuple qui est là. Le dirigeant, il a différents clients. Il a le consommateur final, il a ses employés, il a ses actionnaires. C'est les 3 gros protagonistes à qui il doit pouvoir rendre des comptes et à qui il doit pouvoir essayer de voir quelle est la somme du bien commun. Je ne peux pas juste satisfaire le client final à fond et cramer mes équipes. Je ne peux pas m'arranger pour que mes équipes aillent super bien, mon client est super content et je donne aucun dividende à mes actionnaires. Donc je dois pouvoir faire la somme de ces 3 grandes populations. Le compromis. Voilà, exactement. Non, mais quand je dis la somme, c'est toujours. Voilà, c'est ça. Là, quand je dis la somme, c'est sur le commun dénominateur, on va dire. Et donc c'est le commun dénominateur de ces trois grandes populations qui sont en fait comme si à la comparaison c'est mon peuple. Et donc ça veut dire que je vais faire des sacrifices, c'est-à-dire qu'à certains moments mes équipes, ça va être compliqué pour elles, mais j'ai pas le choix parce que je dois faire ceci, ou bien je vais arrêter les dividendes
parce que je dois faire attention à mes équipes ou parce que je dois investir dans le Paper Cup qui sinon le consommateur n'achètera plus. Et donc c'est ces éléments-là que je dois faire. Et c'est exactement le même trade-off qu'un dirigeant doit faire, un dirigeant d'un peuple doit faire. Pour rebondir, pour aller dans ton sens, c'est-à-dire que tu vois, ça rentre dans une temporalité. C'est-à-dire que la pensée experte, souvent, et tu parlais là-dessus côté gérant, met tout en linéaire et croit qu'on va tout faire de front. C'est exactement comme le plan de la gestion. On va mettre toutes les lignes de ce qu'on veut faire, par exemple, pour gérer le Covid. Il faut rentrer dans une temporalité. La logistique passe par une temporalité. Elle prévoit, mais elle passe par des priorités successives. Et ce que tu dis, c'est exactement ça aussi, c'est que momentanément, tu vas dire, oui, j'ai un client à faire, mais si j'emmène des équipes qui sont complètement, ce que tu expliquais tout à l'heure, de comment tu crées quand même quelque chose de dynamique, ou ce que Gérald Desportes évoquait sur la manière dont on crée un collectif avant d'aller ensuite dans des situations de danger, tu passes par des étapes de temporalité, par priorité successive. Tu considères que d'abord, il faut passer par la construction du groupe, avant d'aller au contact du client, que tu vas ralentir ça, accélérer ça, et toute cette variation dans l'espace et dans le temps, et non pas dans une pensée instantanée définitive, le fait d'entrer dans l'espace et dans le temps fait que tu fais durer justement ta stratégie, mais par discernement successif. Alors c'est intéressant. Non, mais moi je voulais revenir là de cette difficulté, le chef dans la crise, etc., ce qu'on fait, etc. Je reprends un peu l'exemple de l'armée de terre. Comment est-ce que le chef sait que ces soldats, ils vont pas vouloir sortir du trou, de la tranchée? Et donc, il va leur expliquer que leur survie immédiate, c'est rester dans la tranchée, mais leur survie à moyen terme, c'est d'aller ensemble et de créer le collectif. Et si je reviens à l'entreprise, moi je crois d'abord qu'on ne peut pas séparer le management de la stratégie. Le management est un outil de la stratégie et doit être conçu comme tel. Moi j'en suis absolument persuadé. Et la deuxième chose, c'est que la moitié du management, pas que, mais la moitié du management, c'est de créer un rapport entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Parce que les gens ne s'engagent, que je sois soldat ou que je sois collaborateur, je ne m'engage que si j'ai un intérêt propre. Alors je le fais. Et donc, je dois me dire, ma propre survie passe par la survie générale, ou mon propre intérêt passe par l'intérêt général. Et ça passe beaucoup par la construction d'intérêt général. S'il est imposé du haut, ça ne marche pas. Encore une fois, on voit là un rapport entre la stratégie et le management, la façon de concevoir la vision ou l'ambition, vous l'appelez comme vous voulez. Si c'est le chef qui le fait dans son bureau, qui envoie ça ça n'a aucun effet. Et donc, on le sait bien, nous militaires, ce qui, contrairement à ce que beaucoup croient, tout ordre militaire est co-construit. Il est co-construit. On va appeler l'expérience des autres, leur connaissance, pour faire comprendre que ça relève de l'intérêt général, que l'ordre est en fait le meilleur compromis pour assurer un maximum d'intérêt particulier. Donc je reviens, on a ça, aller vers un intérêt général, mais qu'on doit d'abord relier à un intérêt particulier. Et pour reprendre l'image que vous avez donnée, je dois passer par des codes. Et ça, c'est fondamental. L'homme a besoin de repères. Il est comme ça. On n'avance pas dans le vide. J'ai besoin de repères que je vois, que je comprends. Donc de mes codes. Mais je n'y vais que si, quand même, je sais où je vais. Et donc, il y a les deux choses. J'ai les repères et j'ai le sens général. Et la stratégie, c'est bien ça. C'est le sens général et un certain nombre de repères, priorisation, renoncement, etc. Alors, et quand on prend des exemples très concrets, hein, juste 2-3 en entreprise, quand un dirigeant demande je sais pas, arrêter mettre une pause sur la raise des salaires, l'augmentation de salaire, c'est extrêmement frustrant pour les employés. S'il arrive à expliquer qu'en fait, grâce à ça, on va pouvoir garder les emplois, soudainement, il y a l'intérêt privé qui est de dire, ben non, moi j'ai fait plus que les autres, je mérite une augmentation de salaire, mais soudainement je comprends qu'en fait, si je ne me fais pas augmenter, ça va en fait me protéger moi. C'est pas, et c'est toujours bien ça de se rendre compte qu'en fait, au final, c'est toujours une décision individuelle. Et donc, c'est comprendre qu'en jouant collectif, on joue individuel. Quand on prend la même chose du côté des actionnaires, quand on dit, ah, mais en fait, on va arrêter de donner des dividendes parce qu'on va devoir massivement investir pour la sortie du plastique. Mais en fait, je t'explique que si on ne le fait pas, on ne vendra plus. Et donc, en fait, ton action, elle va s'écrouler. Et donc, en fait, tu ne vas pas avoir de dividendes aujourd'hui, mais c'est pour que tu te portes mieux demain, toi individuellement. Ah ok, d'accord, je veux bien. Et donc c'est chaque fois, et c'est ça le rôle aussi du dirigeant, c'est de se mettre dans ce cadre-là, de se rendre compte que les gens ne prennent que des décisions individuelles, et de faire comprendre, et donc il y a un énorme enjeu de communication chez le dirigeant. Et donc, la notion de leadership, c'est cette notion de storytelling, c'est d'être en capacité de pouvoir raconter une histoire qui va parler à chacun des individus
et qui racontent une histoire commune. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, c'est presque même le cœur de la stratégie. C'est d'arriver à parler à chacun des individus et qui racontent une histoire commune. Juste une courte définition de la stratégie qui rebondit là-dessus, avant que notre camarade un télévisuel puisse nous donner son avis. Oui, c'est vrai. La stratégie, c'est une gestion de volonté libre. Une fois qu'on a compris que la stratégie c'est un problème de gestion de volonté libre, alors on a fait un grand pas en avant dans la compréhension de la stratégie. Alors pour gérer, on a du marketing, on a du packaging, on a un tas de choses, mais on va gérer des volontés libres. La stratégie, c'est ça. Ma réaction assez spontanée, c'est vraiment cette notion qui revient toujours dans cette littérature qui va étudier les personnes qui se trouvent dans des situations de danger immédiat. C'est l'idée que le comportement, il va se structurer collectivement, il va devenir prosocial que lorsque il y a ces idées qu'on est tous dans le même bateau. Oui. Il y a vraiment par exemple, chez les Anglais, dans les études sur les désastres, il y a vraiment cette idée du Blitz Spirit, en fait, donc cette idée qu'en fait, on est tous dans le même bateau. C'est ça qui fait qu'on doit agir de concert et qu'on a tous intérêt individuellement à suivre le groupe parce qu'on va y gagner, en fait. Et en fait, c'est la définition même de l'émergence du comportement collectif chez les organismes sociaux. C'est on a plus à y gagner en y allant qu'en n'y allant pas, finalement. En fait. On va payer des coûts si on n'y va pas. Après, concernant la question d'à quel moment on a besoin d'un leader ou pas, je sais pas, et moi j'aime bien cette idée de la durée, en fait, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais en fait, finalement, il y a toujours la question du temps du déploiement. Ce qu'on voit dans les situations de crise, en tout cas de ma perspective de chercheur, bien entendu, j'ai jamais été moi-même dans une situation comme ça dangereuse. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en savoir plus sur des personnes qui ont vécu le terrain. On a des invités en ce sens-là, donc c'est intéressant et important. C'est qu'en fait, bien souvent, les personnes présentes dans les situations d'attentat vont prendre en charge les premiers secours, avant même que les secours formels arrivent. Donc, on a par exemple au Bataclan des personnes qui vont s'aider les uns les autres, alors même que le danger n'est pas très loin, à faire les premiers soins. Et forcément, après, il y a la question de la structuration du comportement collectif, c'est-à-dire que à la sortie du Bataclan, il va y avoir un triage entre ceux qui devraient pouvoir avoir des soins immédiats et ceux pour qui ça peut attendre. Et ça, évidemment, c'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir une émergence spontanée. Dans les entretiens qu'on avait eus avec les rescapés du Bataclan, c'était assez fréquent d'entendre des gens qui nous disaient « Moi, ça va, je me sens bien, occupez-vous plutôt de cette personne-là, en fait. » Mais évidemment, la question, c'est qu'il y a besoin, à un moment donné, d'une autorité formelle qui sait exactement lesquels des rescapés doivent être soignés les premiers. Donc, à mon avis, il y aurait besoin de cette autorité formelle, mais cette autorité formelle-là, elle n'est pas forcément désignée pendant le temps de crise, en fait. On n'a pas élu Emmanuel Macron pour répondre au Covid. On l'a élu il y a un moment déjà et pour des questions qui n'avaient rien à voir avec le Covid et la gestion de crise. Et donc, la question de la durée, elle est absolument importante ici, la temporalité de la crise et la temporalité de l'élection. Et ça, c'est des choses qui ne se recouvrent pas forcément. Alors, je voulais juste pour reprendre là-dessus, il y a le fait aussi qu'en plus on élu il y a une différence entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. On élit encore celui qui se fait le plus aimer mais qui n'est pas fait pour l'exercice du pouvoir. Donc, je reviens à mes tartarins, en fait, qui vendent bien l'aventure mais ils ne savent pas la vivre après. Et après, par rapport à ce que vous disiez, moi je pensais à trois choses. Entre foule et équipe, la foule, on est quand même dans la gestion de gens qu'on ne connaît pas, en spontané, etc. Donc c'est intéressant de voir ce que ça produit en désignation de départ. Une équipe, ce qui est intéressant, et là aussi pour le coup je pense que l'expérience militaire est très forte, c'est que l'humain est un fond de marmite. C'est-à-dire que moi je travaille beaucoup, je forme beaucoup de cadres et en entreprise et dans les structures privées, commissaires de police et autres. Je leur dis, l'humain c'est pas une ligne qu'il faut prendre en compte dans votre plan, c'est un fond de marmite, il faut passer tout le temps, il faut passer tous les matins, il faut écouter, il faut sentir, de sorte que vous êtes tellement proche de vos gars que quand quelque chose se passe, vous êtes capable de le faire. La deuxième réflexion, pour aller aussi plus loin par rapport à ce que tu disais sur la communication, etc. Moi, j'aime beaucoup la notion d'utilité. En fait, ce qui fait que quelqu'un se lève le matin, c'est qu'il est utile. L'utilité, c'est quoi? C'est l'alignement entre le talent particulier et le débouché collectif. Et c'est précisément ce que tu appelles l'esprit de victoire. La différence entre et ça tombe bien pour la stratégie. C'est-à-dire que la différence entre un manager, un leader et un chef, un manager, ça produit la performance. Mais la performance, les indicateurs de performance, c'est souvent une manière commode de donner des bonnes notes à la défaite. On regarde le Covid, on se couvre sur tous les chiffres
de taux de rebond, de nombre d'hospitalisations, etc. Sauf que là, actuellement, le cœur de sujet de la crise, il est hors Covid. De plus en plus, il est hors Covid. On a déraillé hors Covid, mais on continue à se couvrir sur des chiffres de performance qui sont hors sujet. Un leader, il produit de l'engagement. Sarko, Hollande, ils ont pu produire de l'engagement, mais je pense que très vite, ils ont déraillé du cœur de sujet. Un chef, ça produit de la victoire. Et la victoire, c'est quoi? C'est l'alignement précisément entre du talent particulier et un débouché collectif. C'est comment, sans cesse, on arrive à faire déboucher ce en quoi quelqu'un est intrinsèque vers le débouché collectif. Et là, il n'y a même plus besoin de faire de la com. Quand quelqu'un sait que par ce qu'il est, on lui donne un débouché qui sert le collectif, le mec, il se lève tous les matins. Voilà. Et ma dernière réflexion, c'est en termes de casting, c'est sur projet, la différence entre projet et événement. C'est-à-dire que là aussi, par rapport au call, il faut bien voir que quand on est sur un projet, c'est-à-dire par exemple on dit qu'on fait un sommet, le sommet ne bougera pas. Et ça, c'est typiquement les startups qui sont en phase amont. Ils ont un projet avec un objectif bien défini. Ils peuvent suivre les étapes. Dès que les startups rentrent sur le marché, pour accompagner beaucoup de startups, leur patron change. Leur patron, ce n'est pas la conception. Leur patron devient l'événement. Et je rebondis sur ce que vous dites par rapport à Macron aussi. C'est-à-dire que sur le Covid, en mars, le cœur de sujet, le sommet, si j'ose dire, c'est le Covid. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus le Covid. Aujourd'hui, c'est la crise sociale, c'est la crise économique, c'est la crise identitaire même, c'est toute une série de choses qui ont bougé. Donc même le sommet change. Ce qui explique que du coup, la qualité principale d'un chef là, c'est pas la capacité à dérouler un plan, c'est la capacité à écouter suffisamment les événements, donc c'est une question d'écoute et c'est là qu'on rentre sur le discernement, pour se laisser saisir par écoute accumulée de l'évidence du centre de gravité de l'action, notion que vous expliquerez beaucoup mieux que moi sur le centre de gravité, se laisser saisir par le centre de gravité de l'action et être capable de redéfinir son action là-dessus. Mais ça, c'est de l'écoute. C'est une écoute souterraine. Oui, alors j'aimerais Tu veux faire une conclusion? Moi, Gérard a dit plein de choses auxquelles j'adhère. J'y rajouterai peut-être une seule chose, c'est dans la période actuelle, ce que j'évoquais sur la solitude. C'est-à-dire que la solitude aujourd'hui, elle est souvent soit subie, soit fuie. Les gens qui disent « je m'occupe ». La solitude, pour moi, c'est l'atout clé du dirigeant. C'est comme une caisse de guitare. C'est ce qui donne de la résonance au timbre des événements. Et donc, la solitude, c'est quelque chose qui doit se travailler parce que c'est un dirigeant qui a une capacité à la solitude, il a une capacité à résister au mouvement permanent, au bruit permanent et de pouvoir justement, par une écoute calme, poser des décisions qui s'imposeront. La solitude est un atout, c'est pas un lieu à fuir. Très bien. Non, moi peut-être, je crois que la chose qui est à garder là maintenant, c'est cette notion de conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une étude, il n'y a pas un truc qui peut te dire en fait ce qu'il faut faire. Et la conviction qu'en fait les réponses sont là et que dans des situations comme celle où on est, personne n'aura raison et qu'au final la pire des décisions c'est de pas prendre de décision et que du coup il y a ce réel besoin de prendre des décisions qui sont parfois dures mais qui doivent être prises et que le temps long n'est pas là, il y a des temps courts et donc on doit pouvoir traiter les choses avec cette conviction de se dire que je dois prendre une décision. Donc, Guillaume? Je pense que beaucoup de choses ont été dites et je suis pas dans la meilleure position pour conclure là-dessus parce que moi j'ai un travail où voilà, le temps est extrêmement long, un peu trop long parfois et même si j'ai une entreprise sur laquelle je suis cofondateur, en fait, voilà, mon temps reste assez long. Mais je pense que mon message ce serait de faire confiance au collectif et vraiment de créer une sorte d'identité sociale collective en fait parce que les choses se font collectivement en fait dans l'histoire en général et dans la vie en particulier. Moi je dirais, si vous permettez, la première chose c'est croire au caractère inévitable de l'incertitude, donc l'admettre comme une donnée de base. La deuxième chose pour un dirigeant, c'est avoir foi en soi. J'ai foi en moi. Je suis où je suis dirigeant parce que j'ai des qualités et je vais décider non pas en rationalité parce que ça n'est pas possible. Je vais décider en conviction, pas en science, parce que la science ne donne pas les réponses. Donc à un moment donné, je vais décider en conviction, je vais laisser parler mon intuition, j'ai foi en moi. Et j'ai foi en la capacité de mon collectif, à condition que je l'ai créé, à façonner le présent pour l'amener vers le futur que j'ai choisi.
tout, pas tout, mais beaucoup est affaire de foi. Bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir Merci à vous. échangé sur ce Merci de sujet. ton invitation. Avec plaisir. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. Toi, Finet, à bientôt. Au revoir. À revoir. bientôt. À bientôt.